Vice-présidence, 2 noms sur la table de Paul Biya. Une question agite en silence les cercles du pouvoir à Yaoundé. 2 noms circuleraient depuis quelques jours dans certains milieux économiques et diplomatiques, associés à un poste qui n'existe pourtant pas encore officiellement dans l'architecture institutionnelle camerounaise, celui de vice-président. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette hypothèse se cacherait une critique bien plus large, celle de la gestion des finances publiques du pays. Un média, Construire ensemble, aurait ouvert les hostilités. Et la question qui traverse aujourd'hui l'opinion est simple. Qui, demain, tiendra les cordons de la bourse de l'État? Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Commençons par ce que l'on sait, ce qui est documenté, daté, vérifiable. Le Cameroun s'est doté, au fil des années, de plusieurs instruments de planification économique censés le conduire vers l'émergence. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DSCE, adopté au début des années 2010, avait pour ambition de faire du pays un pays émerge à l'horizon 2035. Un plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance a suivi, avant que la stratégie nationale de développement, la SND 30, ne prenne le relais à partir de 2020, avec un nouvel horizon fixé cette fois à 2030. Ces 3 documents ont un point commun. Ils ont tous été pilotés, à des degrés divers, par le ministère des Finances, actuellement dirigé par Louis-Paul Motaz, en poste depuis 2018. Autre fait vérifiable, et celui-ci a une portée judiciaire internationale. Le Cameroun a été condamné par une instance d'arbitrage à verser une somme colossale à la société australienne Sundance Resources dans le cadre du contentieux relatif au projet de fer de Mbalam. Le montant évoqué dans plusieurs sources s'élève à environ 616 millions de dollars, soit plus de 355 milliards de francs CFA. Il s'agit là d'un fait établi, documenté par des procédures d'arbitrage internationales, et non d'une rumeur. Mais ce n'est pas tout. Le pays a également renoué, ces dernières années, avec des programmes du Fonds monétaire international, un retour qui, selon plusieurs observateurs, interroge sur la trajectoire de la dette publique camerounaise. Voilà pour le décor institutionnel. Ce qui suit, en revanche, relève davantage de l'analyse, de l'opinion et, dans certains cas, de la pure hypothèse. Et c'est précisément là que la prudence s'impose. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, il y aurait le camp de la continuité. Celui qui considère que la gestion actuelle des finances publiques, aussi critiquée soit-elle, s'inscrit dans un contexte international particulièrement difficile, marqué par les crises sécuritaires régionales, la chute des cours de certaines matières premières et les conséquences économiques mondiales des dernières années. Selon cette lecture, les difficultés budgétaires du Cameroun ne seraient pas propres à un homme, mais à un système et à une conjoncture. De l'autre côté, il y aurait les partisans d'un changement de personnel. C'est dans ce camp que semble se situer Albin Michel Ngilo, dont l'analyse publiée par Construire Ensemble a visiblement suscité des réactions. Selon cette tribune, ce ne serait pas l'absence prolongée du chef de l'État qui devrait inquiéter les investisseurs et la diaspora, mais plutôt, je cite la formule employée, la qualité de certains de ses collaborateurs. Mais ce n'est pas tout. L'auteur de cette analyse irait plus loin en avançant des noms. D'après ses propositions, la nomination de Christopher Fomunio à un éventuel poste de vice-président, ou encore celle d'Alain-Olivier Méculum-Vondo-Akam, actuel directeur général de la CNPS, au ministère des Finances, pourrait, selon lui, rassurer les marchés. Il s'agit là de propositions, de suggestions émanant d'un média et de son auteur. Ce ne sont en aucun cas des annonces officielles, ni des décisions actées par la présidence de la République. Et c'est un point sur lequel il convient d'insister. À ce stade, aucune source institutionnelle camerounaise n'a confirmé l'existence d'un projet de nomination à un poste de vice-président, poste qui, rappelons-le, ne figure pas dans la constitution actuelle du Cameroun sous cette dénomination précise. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Alors, comment expliquer qu'une telle hypothèse ait pu émerger et surtout prendre autant d'écho? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'un nom commence à circuler dans les conversations politiques, il ne faut parfois pas beaucoup de temps pour que ce nom fasse le tour des bureaux, des réseaux sociaux, des taxis et des groupes WhatsApp. Un article paraît aujourd'hui, et demain matin, certains parlent déjà comme si le décret avait été signé hier soir. Mais soyons sérieux, une hypothèse reste une hypothèse. Plusieurs pistes permettent de comprendre cette séquence, sans qu'aucune puisse être présentée comme une décision officielle. Première piste, le contexte politique et institutionnel. L'âge du chef de l'État, ses absences du territoire national et les interrogations récurrentes autour de la continuité de l'État constituent un terrain particulièrement favorable aux spéculations. Dans un tel environnement, chaque mouvement, chaque nomination et chaque déclaration peut être interprétée comme le signe avant-coureur d'un changement plus important. Mais entre un scénario imaginé par des observateurs et une décision effectivement prise au sommet de l'État, il existe une différence fondamentale.
Et cette différence mérite d'être rappelée. Ce n'est pas parce qu'on voit de la fumée qu'on peut déjà annoncer l'incendie. Au Cameroun, on connaît d'ailleurs cette fameuse mécanique. Quelqu'un dit « il paraît que », un autre répond « moi aussi j'ai entendu », puis un troisième ajoute « c'est déjà confirmé ». Et 3 heures plus tard, la rumeur possède presque un ministère. Deuxième piste, la nature de la source. Construire ensemble n'est pas une institution gouvernementale et ces analyses ne constituent pas, en elles-mêmes, des décisions administratives. Le média possède une ligne éditoriale, des convictions et une manière particulière de lire l'actualité. Les noms ou les scénarios évoqués dans ces publications doivent donc être considérés comme des éléments de débat, et non comme des nominations officiellement annoncées. Autrement dit, un article peut ouvrir une porte, mais il ne peut pas signer un décret à la place du président de la République. Et c'est précisément là que le public doit garder son esprit critique. Lire, comparer, vérifier, attendre les sources officielles, voilà le travail. Sinon, demain, quelqu'un publie une liste de futurs ministres sur Facebook et après-demain, tout le monde commence déjà à leur chercher des fauteuils. Troisième piste, la question du bilan économique et financier. Le ministère des Finances reste évidemment un département stratégique. Sa gestion peut légitimement faire l'objet d'un débat public, notamment lorsqu'il est question de dette, de grands contrats, de contentieux internationaux ou de choix économiques engageant l'avenir du pays. Le dossier Sundance Resources, par exemple, continue de susciter des interrogations autour des conditions dans lesquelles certains grands projets miniers ont été négociés et autour des conséquences financières du contentieux. Mais attention à ne pas aller plus vite que les faits. Une décision de justice concernant l'État ne permet pas automatiquement d'établir une responsabilité personnelle contre un responsable précis. Pour passer de l'interrogation à l'accusation, il faudrait des éléments établissant clairement cette responsabilité. Et c'est justement ici que le débat devient beaucoup plus intéressant. Parce qu'au-delà des personnes, des clans et des ambitions supposées, se pose une question fondamentale. Comment sont choisis les responsables qui occupent les postes stratégiques de l'État? Est-ce uniquement une question de compétence, d'expérience, de confiance politique, de loyauté, de résultats? Ou bien existe-t-il, comme beaucoup le soupçonnent, une combinaison complexe de tous ces paramètres? Voilà peut-être le véritable sujet. Car au Cameroun, on adore souvent discuter de « qui va remplacer qui ?» mais beaucoup moins de « pourquoi cette personne serait-elle la meilleure pour le poste ?» On scrute les clans, les réseaux, les proximités et les rapports de force, alors que le citoyen ordinaire aimerait surtout savoir une chose. Est-ce que celui qui arrive fera mieux que celui qui était là avant? Et finalement, c'est peut-être cette question qui mérite le plus d'attention. Parce qu'un changement de visage ne signifie pas nécessairement un changement de méthode. On peut changer le ministre, changer le bureau, changer les collaborateurs, et conserver exactement les mêmes pratiques. Comme on dit chez nous, on peut changer le conducteur, mais si la voiture garde le même problème de moteur, elle va toujours tomber en panne au même endroit. Donc, derrière cette hypothèse de changement, il faudrait surtout regarder le système. Quels critères président aux nominations? Quelle place est accordée à la compétence? Quelle évaluation est faite des résultats? Et surtout, quelle transparence permet aux citoyens de comprendre pourquoi telle personne est choisie plutôt qu'une autre? Parce qu'au fond, le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir qui sera le prochain homme fort d'un ministère, mais de savoir si le prochain responsable sera jugé sur ses résultats plutôt que sur son réseau. Et ça, mes chers amis, c'est une question beaucoup plus difficile à esquiver qu'une simple rumeur de remaniement. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Parlons maintenant, non plus seulement des hommes, mais du système dans lequel ils évoluent. Parce qu'au Cameroun, il existe une tradition politique assez particulière. Lorsqu'une difficulté apparaît, on peut parfois commencer par chercher un nouveau nom avant de chercher une nouvelle méthode. Prenons les stratégies de développement. On lance un grand programme, on lui donne un nom bien sérieux, un horizon lointain, des objectifs ambitieux, puis les années passent. Certains objectifs sont atteints, d'autres moins. Et lorsque l'échéance approche, une nouvelle stratégie apparaît. Le DSCE laisse progressivement place à la SND 30, pendant que la grande ambition de l'émergence continue d'occuper une place importante dans les discours. Attention, revoir une stratégie n'est pas forcément une mauvaise chose. Un pays doit pouvoir corriger sa trajectoire. Mais la vraie question est simple. Qu'est-ce qui change réellement entre deux stratégies? Parce que si on change le document, mais pas les méthodes, les procédures et les mécanismes de suivi, on risque simplement de changer l'emballage. C'est comme repeindre une maison dont la toiture fuit. La façade est magnifique, les couleurs sont nouvelles. Mais dès la prochaine pluie, l'eau va quand même entrer dans le salon. Et c'est là que notre fameux langage politique devient parfois amusant. On parle d'accélération, de transformation structurelle, de consolidation des acquis, d'industrialisation. Pendant ce temps, le citoyen regarde surtout le prix du carburant,
le coût du marché, l'état des routes, l'électricité, l'emploi et son pouvoir d'achat. Parce que le citoyen ordinaire ne mange pas les slogans. Il mange les résultats. Le grand spectacle du changement de visage. Autre mécanisme bien connu. Lorsqu'un secteur connaît des difficultés, l'arrivée éventuelle d'un nouveau responsable peut immédiatement créer de l'espoir. Un nouveau nom circule, avant même sa nomination officielle, certains commencent déjà à imaginer les changements. Lui, il va redresser le secteur. Mais doucement. Il n'a encore rien signé. Il n'a encore présenté aucun programme. Il n'a encore obtenu aucun résultat. Mais déjà, il est devenu le sauveur. C'est un peu comme changer le chauffeur d'un taxi alors que le moteur est déjà en train de tousser. Le nouveau chauffeur peut être excellent, mais si le moteur a un problème, il faudra quand même ouvrir le capot. Voilà pourquoi le débat devrait dépasser les personnes. La vraie question n'est pas seulement « qui arrive ?». C'est aussi « avec quelle vision ? Avec quels moyens ? Avec quelles obligations de résultats ? Et avec quel système d'évaluation ? Parce qu'un changement de personne sans changement de méthode peut simplement produire un nouveau visage sur un ancien problème. Et cette fameuse émergence. Et puis, il y a ce mot qui revient depuis des années, l'émergence. Un mot devenu presque tellement familier qu'on pourrait croire qu'il possède une adresse au Cameroun. On avance vers 2030, on parle de 2035, et l'objectif semble toujours placé un peu plus loin. C'est presque comme l'horizon, vous marchez vers lui, mais il continue tranquillement sa promenade devant vous. À ce rythme, un jour, quelqu'un demandera. Mais l'émergence est finalement où ? Et on lui répondra. Elle arrive. Elle est seulement un peu retardée. La plaisanterie mise à part, une ambition nationale ne devrait pas être jugée uniquement sur la beauté des discours ou des cérémonies de lancement. Elle doit être mesurée par des résultats concrets et vérifiables. Car un pays ne devient pas plus développé parce qu'il possède de beaux documents de stratégie. Il le devient lorsque ces stratégies améliorent réellement la vie des citoyens. Conclusion. Alors, que pouvons-nous retenir de cette affaire ? Nous savons qu'un média a proposé certaines hypothèses et avancé des noms concernant d'éventuelles responsabilités stratégiques. Nous savons également que le Cameroun fait face à d'importants défis économiques, financiers et institutionnels. Mais nous ne savons pas si ces hypothèses correspondent réellement à une décision en préparation au sommet de l'État. Et surtout, rappelons-le, une analyse médiatique n'est pas un décret présidentiel. Au Cameroun, entre on dit que, il paraît que, et c'est confirmé, il peut parfois se passer beaucoup de choses. Mais derrière cette histoire se cache une question beaucoup plus importante. Est-ce vraiment le changement des hommes qui peut transformer le pays, ou faut-il surtout changer les méthodes ? Parce qu'on peut changer un ministre, puis un directeur, puis un autre responsable. Mais si les mêmes mécanismes continuent de fonctionner de la même manière, les problèmes peuvent tout simplement changer de costume. Le véritable enjeu serait donc peut-être de renforcer les institutions, d'améliorer l'évaluation des politiques publiques, d'exiger davantage de transparence et surtout de juger les responsables sur leurs résultats, et pas seulement sur leur proximité ou leur réputation. Car finalement, le Camerounais ordinaire ne demande pas seulement « qui sera nommé ?». Il demande surtout « qu'est-ce que cette nomination va changer pour moi ?» Et cette question-là mérite peut-être beaucoup plus d'attention que toutes les rumeurs de couloir. Alors, dites-nous en commentaire, faut-il changer les hommes, changer les méthodes ou changer les deux ? Abonnez-vous à Camé News, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Parce qu'ici, on ne regarde pas seulement le spectacle politique, on essaie surtout de comprendre ce qui se joue derrière le rideau.